Ça fait 4 jours qu'on est ici, ça fait 4 jours que je tourne, qu'on rencontre des gens, qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Je suis venu sur place, ici en Normandie, pour trouver des réponses. Et c'est la première fois, je pense, et je peux le dire, que, en fait, au bout de ces 4 jours, j'ai plus de questions que de réponses. Et donc, je pense qu'il faut que je vous explique. From a different point of view, he is not telling you the truth. Ah, parce qu'il vous faut ça aussi. En fait, ils vont décrire des camions remplis de cadavres allemands. Bon, vous allez le voir, cette vidéo est différente. Cette vidéo est une enquête, elle a été longue et sinueuse, mais des fois il faut bien ça pour parler d'histoire. En réalité, à la base, je voulais évoquer un épisode peu connu du débarquement de Normandie. L'histoire d'une collaboration entre soldats américains et civils qui ont lutté ensemble contre l'occupant. Alors le sujet est évidemment lié à l'actualité liée aux commémorations et au 80e anniversaire du débarquement, mais ce que nous y avons trouvé nous a en fait amené beaucoup plus loin. Des historiens en désaccord, des habitants qui veulent défendre la mémoire des lieux, et surtout, l'ombre d'un crime de guerre. Pour tout ça, installez-vous bien et laissez-moi vous parler de l'histoire de la bataille de Graignes. Puisque nous allons parler du débarquement dans cette vidéo, laissez-moi vous parler du partenaire de celle-ci, parfaitement trouvé pour l'occasion, World of Warship. World of Warship, c'est le jeu free-to-play de référence sur PC pour ce qui est des batailles navales, avec près de 650 navires historiques, destroyers, cuirassés, croiseurs, porte-avions ou encore sous-marins, tous conçus à partir de modèles authentiques de la première moitié du XXe siècle. Du grand spectacle. À l'occasion du débarquement, World of Warship a mis en place un nouveau système de jeu pour commémorer l'opération Neptune sous une toute nouvelle perspective. Vous plongez dans la peau d'un capitaine de navire de guerre, soit côté allié pour soutenir le débarquement, ou du côté de l'Axe pour protéger vos batteries d'artillerie face aux croiseurs ennemis. Ce que je trouve très chouette dans la proposition ici, c'est qu'on va pouvoir aborder cet événement historique sous un nouvel angle. Puisque souvent, dans les jeux vidéo qui parlent du débarquement, on va jouer un soldat qui débarque sur la plage. Ici, l'aspect naval est évidemment mis en avant sur World of Warship, mais trop peu souvent exploité dans les autres jeux. Donc redécouvrir cet événement historique à travers la perspective navale, je suis assez curieux. Vous trouverez en description et un commentaire épinglé de cette vidéo un énorme pack de démarrage d'une valeur de 25 €. C'est la meilleure occasion pour découvrir les nouveaux modes de jeu, les nouveaux navires, les skins et personnalisations spéciales liées à l'événement. Alors n'hésitez pas à en profiter et merci à World of Warship de soutenir notre travail. Ce printemps, nous célébrons les 80 ans de l'une des plus grandes opérations militaires de l'histoire. Cela fait 80 ans que les combats de Normandie marquent en France le début de la libération. Cet événement donne lieu chaque année à des commémorations grandioses avec le retour de vétérans de toutes les nationalités, des politiques, des officiels ainsi que des milliers de touristes. Cela s'accompagne aussi avec des cérémonies où les chefs d'État rappellent le sacrifice de ces jeunes gens et le prix de la liberté. Évidemment, ces discours sont marqués d'une empreinte liée au contexte politique du moment. La vision épique d'une aventure nationale lors du discours de Ronald Reagan en 1984, la figure de la tête de pont de la démocratie pour Barack Obama en 2014, ou encore la guerre de la civilisation pour Donald Trump en 2019. Quoi qu'il en soit, la cérémonie officielle de 2024 sur Omaha Beach est imprégnée de l'enlisement de la guerre en Ukraine et de la montée des nationalismes. Le président français sort les muscles pour mettre la France au devant de la scène internationale grâce à la place de la résistance et des militaires français débarqués le 6 juin. Pour m'ancrer dans cette actualité, je suis parti en Normandie avec mon équipe afin de traiter un sujet peu connu, mais qui a l'air de comporter beaucoup de symbolique. Un sujet qui mêle des parachutistes américains largués à plusieurs kilomètres de leur objectif dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, avec les habitants d'une petite commune de Normandie jusque-là paisible, Graignes. Alors, pour vous refaire l'histoire, j'entends parler de Graignes par Thomas, qui est mon co-auteur et qui vit en Normandie. Il me raconte l'histoire dingue de soldats américains qui auraient résisté à quelques centaines contre des milliers de soldats allemands au sommet d'une colline de Normandie. Alors suite à tout ça, s'en serait suivi un crime de guerre, mais tout ça reste assez flou. Cette histoire, en tout cas
titille notre curiosité, et nous voilà de retour en Normandie. Pour que vous compreniez mieux cette histoire et notre enquête, un peu de contexte. L'opération Overlord est le plan d'invasion de la France par les Alliés pour mettre un pied dans la forteresse Europe. Cette opération est alors planifiée pour le 6 juin 1944 en Normandie pour différentes raisons stratégiques. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous remets ici notre vidéo sur le débarquement d'Omaha Beach où on revient plus en détail sur cette opération et sa planification. Ce plan débute donc le 6 juin par l'opération Neptune, qui est la phase d'assaut et de débarquement des troupes alliées. Pour que le débarquement amphibie se déroule au mieux le matin du 6 juin, des milliers de parachutistes sont largués en pleine nuit, aux deux extrémités du périmètre des opérations, pour les sécuriser. Pour nous recentrer sur notre sujet, nous allons regarder de plus près ce qu'il se passe dans le secteur américain. Ici, 2 divisions de parachutistes sautent dans le Cotentin, avec des objectifs précis. La 101e Airborne Division, qui connaît son baptême du feu en Normandie, leur mission, lors de la nuit du 5 au 6 juin, consiste en la sécurisation de l'arrière d'Utah Beach par le contrôle des sorties de plage et la capture des différents objectifs comme des batteries d'artillerie ou des carrefours routiers. La 2e division aéroportée américaine a sauté cette même nuit et la 82e Airborne Division, alors pour le coup celle-ci s'est déjà illustrée au combat en 1943 avec les opérations de débarquement en Italie. Son expérience est très précieuse afin de corriger l'emploi de cette nouvelle arme que représentent les parachutistes dans l'armée américaine. Cette division comporte des vétérans, mais aussi de nouvelles recrues lors de sa réorganisation avant le jour J. Le jour J, tout ne se passe pas comme prévu. En effet, de nombreux largages se passent mal. Les éclaireurs n'ont pas réussi à baliser les zones de saut où leur matériel n'a pas bien fonctionné. Le feu des batteries antiaériennes allemandes a rendu très difficile le vol en formation et le maintien des caps pour les pilotes de C-47 qui devaient amener les parachutistes au bon endroit. C'est le chaos. C'est ici que commence notre enquête à Graignes. Pour me guider sur les lieux, je suis accompagné de Jonathan et de Thibaut du Normandie Victory Museum. De ces marais normands, alors inondés en juin 1944, nous distinguons au loin le clocher de Graignes, comme un témoin de cette nuit assourdissante. C'est ce qui sert de point de repère en fait quand les paras arrivent tout simplement. Parce que quand Brumit du coup donne l'ordre de sauter, en fait il va voir justement l'église déjà quand il est dans le ciel en fait. Ah d'accord. Parce que comme on l'a vu déjà quand on est en contrebas, c'est ce qu'on voit le plus dans le paysage. Il faut imaginer qu'ils sautent on va dire un peu partout. Du coup ils sont pas si loin que ça. Donc quand ils descendent ils la voient et ça va être leur premier point de repère en fait. Et quand ils vont arriver, quand ils vont regarder leur carte, en fait, ils vont se rendre compte qu'ils ne savent pas où ils sont, puisque en fait, donc, ils ont dévié 20 km au sud à peu près. Sauf que Graignes, sur les cartes, c'est pas, techniquement, elle n'est pas sur leur carte, en fait, vu qu'ils sont censés être 20 km au nord. Largués à plus de 20 km de leur objectif et totalement désorientés, les Américains se regroupent aux abords du village. Le capitaine Brumit, alors le plus gradé, souhaite rejoindre la ville de Carentan, alors à quelques kilomètres, pour regagner au plus vite leur zone de saut. Sauf que en fait, il y a quand même, donc c'est ça à peu près 5-8 km, et en fait, il va les traverser à travers les marais inondés. Non seulement il y va, il n'a aucun contact ennemi. En fait, sur sa route, il a la chance, il rencontre aucun Allemand. Donc il revient, et au moment en fait, où il revient, il y a d'autres paras qui arrivent en continu, et il y a le major Johnston qui lui est arrivé. Le major Johnston, supérieur hiérarchique de Brumit, décide de prendre la décision au terme d'une vive entrevue avec celui-ci, de rester à Graignes. Les Américains font le contact avec la population en frappant aux portes des premières maisons à la sortie des marais. Quand ils vont arriver, donc déjà il y a le soldat Broussard en fait, le sergent, non, si je dis pas de bêtises, Broussard, qui a des notions de français. Okay. Et donc il va réussir à faire contact avec les civils. Et les civils vont leur apporter de l'aide, notamment la famille Rigaud. Comme en fait, donc là, on a la descente qu'on a montée du coup tout à l'heure, mais on a la route qui mène jusqu'au port Saint-Pierre qui est là-bas au bout. Okay. On voit les petites maisons. Tout à fait. Et comme tout est inondé, les habitants ils ont des petites barques en fait, plus ou moins à fond plat où ils peuvent naviguer. Et donc ils vont aller demander l'aide aux civils pour aller chercher le matos qui est tombé dans les marais. Du coup, il va y avoir en fait des va-et-vient, notamment avec le père de Marthe Rigaud, qui va aller chercher des conteneurs et qui va les ramener avec une charrette en prenant la route qu'on a pris, qui les ramène au bourg ici. La famille Rigaud, comme une grande partie des 700 habitants du village, décident de venir en aide à leur libérateur. Avec le maire du village, ils vont accueillir mais aussi nourrir les parachutistes, notamment Madame Boursier, propriétaire du café en face de l'église, qui leur fournit 2 repas par jour. Alors ils sont à peu près 182. Okay.
je crois que c'est 182 para. Para, et du coup, il y a les gars aussi de la 101e. Parce qu'en fait, dans les jours qui suivent, il y a une escouade, plus ou moins, en fait, c'est une dizaine, quinzaine d'hommes en fait, de gars de la 101e qui vont arriver sur Graigne. Okay. Donc pareil, eux, leur objectif était plus sur la barquette, sur 40 ans, quoi. Et en fait, ils ont été un petit peu largués aussi plus au sud. Le chiffre, en fait, reste assez flou parce que c'est compliqué d'estimer le nombre exact de soldats. Surtout que, donc, il y a déjà des gars de la 101 qui rejoignent ceux de la 82, mais on a aussi des soldats de la 29. On a 2 soldats de la 29 qui, en fait, se seraient apparemment perdus. La 29e division d'infanterie a débarqué sur la plage d'Omaha Beach le 6 juin au matin, à plus de 25 km de Graigne. Comment ces soldats ont-ils pu se retrouver dans le village le 9 juin ? Nous y reviendrons. Il y a donc autour de 200 soldats américains qui se regroupent ici entre le 6 et le 11 juin 1944. Malgré quelques accrochages avec l'ennemi, la semaine est relativement calme. Le capitaine Abraham Sofian et son personnel médical installent un poste de secours dans l'église devant laquelle nous nous tenons. Mais c'est relativement calme et c'est à ce moment-là en fait que Johnston, donc le major, autorise aux soldats de participer à la messe pour ceux qui veulent. C'est que du petit contact, c'est dimanche, on va pouvoir assister à la messe. On espère qu'il n'y aura pas de contact. Le dimanche 11 juin, les soldats catholiques assistent à la messe avec une partie des habitants. Vers 10h30, une femme fait irruption dans l'église en criant « Les Allemands sont là ». Les Allemands en fait ont commencé à approcher et envoient les premiers coups de feu. Donc alors que les civils sont encore dans l'église avec l'office, les Allemands engagent le combat, les Américains ripostent. Donc tous les civils se cloisonnent en fait contre les murs et essayent de se protéger tant bien que mal. Les soldats américains repoussent cette première attaque allemande, pendant que les civils français, eux, restent à l'intérieur de l'église, plus en sécurité, pour le moment. J'avais lu beaucoup d'articles, vu beaucoup de vidéos sur internet qui traitaient des combats de Graigne pour me faire un petit peu une idée, et tous ces éléments parlent de près de 1000 soldats allemands à l'assaut du bourg du village. Et les informations de Thibaut sur place semblent déjà différer de ces premières estimations qu'on peut voir un petit peu partout. C'est environ au moins 120 hommes. Allemands. Okay. En fait, c'est une compagnie du 37e régiment de la 17 en fait, qui techniquement lance l'assaut sur Graigne. Donc après, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres compagnies qui ont été envoyées aussi ? Mais je pense qu'on est loin des 1000-1500 soldats et également pareil d'avoir 1000 morts, etc. en fait, allemands à Graigne. Donc on est sûr qu'il y a déjà 120 soldats allemands. Et en termes de soldats américains, donc c'est un rapport de force qui est plus ou moins équitable, voire supérieur pour les Américains. Le mythe donc de 100 Américains contre 1500 Allemands que j'avais vu un petit peu partout s'éloigne de plus en plus. Une image d'Épinal vraiment très répandue qui m'interroge. Après la première attaque de la matinée, les Allemands reviennent et l'engagement entre les deux camps va durer toute la journée. 3 attaques distinctes avec l'emploi de l'artillerie et du mortier côté allemand. Ces derniers touchent l'église et les soldats à l'intérieur. Quand les Américains viennent à manquer de munitions, ils demandent à ce moment-là aux Français de s'enfuir. Là, on parlait de l'école des garçons qui se situe juste derrière. En fait, elle était juste là-bas. Elle se fait frapper aussi par l'artillerie. Et en fait, c'était le poste de commandement des hommes qui étaient ici. Il y avait le major Johnston qui était là. Il y avait l'officier du 501 qui en fait avait la jambe cassée. Donc il s'occupait de la transmission dans l'église, dans l'école. Et l'école se fait toucher. Et comme il n'y a aucune nouvelle des hommes à l'intérieur, c'est Brumit qui va reprendre le commandement, donc celui qu'on a évoqué au tout début. Tout à fait, ouais. C'est lui qui reprend le commandement et il n'a pas de nouvelles, donc il va commencer à réfléchir, là aussi, cette fois-ci, à tenter une échappée vers 40 ans. L'artillerie allemande touche le QG américain situé dans l'école des garçons ainsi que le poste d'observation du clocher. Les Américains sont maintenant aveugles et sont contraints d'abandonner les lieux. La situation est confuse. La troupe se scinde en plusieurs groupes avec notamment le major Johnston qui disparaît dans la nuit. De son côté, le capitaine Brumit guide un large groupe hors de la ville. Il atteint 40 ans avec ses hommes, après s'être caché dans la grange de la famille Rigaud pendant plusieurs jours. Mais que deviennent les blessés de Graigne ? Un troisième et dernier groupe, mené par le capitaine Sofian et certains de ses médics, ainsi que 2 civils français,
les hommes d'église Le Barbanchon et Le Blastier décident de rester au chevet des blessés. Ils sont donc tous dans l'église à 22h quand les Allemands rentrent dans le bourg. Pareil, c'est encore quelque chose qui est un petit peu flou, mais dans les faits de ce que j'ai pu lire, ils auraient donc fait évacuer les blessés en dehors de l'église. Ils les auraient amenés donc, derrière, en fait, dans une mare. Leur auraient asséné donc, des coups de baïonnette, en fait, tout simplement, sans les tuer forcément. Et ils les auraient laissés, les derniers, agoniser en fait, dans la mare. Les blessés de l'église sont exécutés, mais que deviennent le capitaine Sofiane et les hommes ? Et les Allemands donc, vont récupérer les valides, ceux qui peuvent marcher, qui sont encore mobiles en fait, qui peuvent creuser, qui peuvent se battre, donc les valides. Ils les récupèrent et vont les emmener dans un champ où pareil, donc en fait, ils leur auraient fait creuser leur tombe, les auraient abattus et enterrés au pied d'une haie. Des soldats de la Waffen-SS auraient donc exécuté des prisonniers américains dans un camp à quelques dizaines de mètres de là. Ce massacre serait un crime de guerre car ces agissements enfreignent les conventions qui encadrent les conflits. Des aveux de Thibault, cet événement reste assez incertain sur beaucoup d'aspects. De plus, qu'arrive-t-il aux Français qui ont décidé d'aider les Américains ? Les troupes de la 17 vont en fait essayer de savoir qui a aidé réellement. Et ce qui va se passer, c'est que ceux qui ont été au moins pris sur le fait, ou alors il y a des suspicions ou qui savent qui ont apporté de l'aide, eux ils vont être tués. Donc on a notamment les prêtres, le curé et le prêtre qui vont être tués dans leur lit, leur corps serait brûlé après, et les assistantes des prêtres aussi seraient tuées chez elles. Si Thibault est assez sûr que 4 personnes ont été tuées par les Allemands, il est en revanche plus prudent sur le bilan total des victimes civiles. Un monument dans les vestiges de l'église rend hommage aux événements de la ville. Celui-ci recense les disparus des événements de Graigne. Inscrit dans la pierre, les noms de 32 victimes civiles et 50 militaires. Des chiffres que Thibault nous avoue être un peu flous. C'est très très flou. Et puis même en lisant plusieurs auteurs différents ou plusieurs recherches, puis c'est le truc aussi, le jeu des historiens, quoi. Un historien, il va tenter justement d'aller chercher d'autres sources pour essayer de contredire l'autre, pas forcément juste parce qu'il a envie de le contredire, mais pour faire avancer les connaissances. Ouais. Sauf que comme il y a quand même assez peu de témoins oraux et qu'il y a toujours le mythe derrière, il y a la mémoire et des failles dans les années, puis c'est quand même un événement assez marquant. Quand on est même ado ou même adulte dans une église, qu'il y a des impacts partout, que vous voyez des gens se faire toucher, se faire tuer, etc., ça marque, donc ça peut déformer un petit peu les événements. Bon, après avoir vu tout ça, vous avez déjà un bon ordre d'idée sur tout ce qui a pu se dérouler à Graigne pendant cette semaine. L'erreur de largage, la rencontre entre les soldats américains et les civils français, les combats dans le bourg et les victimes. Mais avec tout ça, s'épaissit le mystère autour de ce potentiel crime de guerre sur les soldats américains et sur le massacre des 32 civils français. Après cette visite du site avec Thibault et Jonathan, je remercie le Normandie Victory Museum de nous avoir mis à disposition ce véhicule d'époque pour découvrir les lieux de notre enquête. D'ailleurs, si vous aussi, vous voulez passer dans la région et que vous voulez en apprendre plus sur la bataille de Normandie et ses lieux emblématiques, n'hésitez pas à les contacter afin de réserver votre escapade dans l'histoire. Suite à notre visite, nous avons plus d'informations, mais il reste beaucoup de zones d'ombre, et vous allez voir que cela ne va pas aller en s'arrangeant. Pendant notre voyage en Normandie, Thomas avait en sa possession ce magazine. Alors, vous le voyez à son titre, on voit que ça parle des événements de Graigne. Les deux co-auteurs reviennent effectivement en détail sur ce qui s'est passé dans le bourg, les combats, les effectifs allemands, les effectifs américains. Mais ce qui m'a d'autant plus intrigué dans l'article, c'est que selon les deux co-auteurs, il n'y a actuellement aucune preuve formelle qui permet de dire qu'il y a eu un crime de guerre perpétré à Graigne. On pourrait faire une émission de 10 heures sur Graigne pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans les moindres détails, mais pour essayer de rester digeste et synthétique, je propose qu'on essaye de répondre à une question, peut-être la plus importante. Qu'est-il arrivé aux civils français et aux soldats américains qui étaient à Graigne ce jour du 11 juin 1944 ? Est-ce qu'ils sont morts pendant les combats ? Est-ce qu'ils ont été assassinés ? Est-ce qu'ils ont été prisonniers ? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de crime de guerre final ? Pour essayer d'avancer, pour essayer d'éclairer ma lanterne, je décide de rentrer en contact avec des gens qui sont spécialistes du sujet, parce qu'il est temps de passer à la face immergée de l'iceberg. La première personne que j'ai contactée est Martin Morgan. Cet Américain travaille depuis plus de 20 ans sur Graigne et il est le co-auteur de l'article paru dans le Normandie 1944. Il a écrit un livre sur le sujet et est intervenu plusieurs fois à la télé américaine. Et j'ai beaucoup de questions à lui poser.
It all started for me Yeah. in 2002 because in 2002 I was approached to be a part of a reunion trip for the 507th Parachute Infantry Regiment Veterans Association. And during our visit, we had a scheduled visit to Glen. It was my first time there. Okay. I remember it very well. And I think about it all the time because there were 6 survivors from the battle that were with us that day. I spent a great deal of time with. I interviewed all 6 of them. That's how I found out about the story. Le deuxième est aussi américain, c'est Stephen G. Rabb. Il est historien et ancien professeur à l'université d'Austin au Texas. Il est spécialiste des relations diplomatiques entre États-Unis et Amérique du Sud. Il s'est intéressé à la bataille de Graigne car son père a vécu les événements et il adore le travail de Martine, notre premier intervenant. Not a different point of view. He is not telling the truth. Okay. He is not telling the truth. Rabb a donc travaillé sur le sujet et en a fait un livre afin de retracer cet événement. Well, obviously, my father was a member of the 82nd Airborne, and he landed near Granja at 2:38 a.m. on D-Day as a paratrooper, and he helped defend the village for several days. And then he and his mortar team escaped, and they were hidden in the barn of the Rigaud family for 3 days. And my father had told me about this when I was 10 years of age. He had told me that a friendly French family had French farming family had hidden him for 3 days up in the loft of the barn. Now, my father was in the 82nd Airborne. He fought for 6 weeks in Normandy. He was in the Battle of the Bulge. He jumped over the Rhine River. He fought in the Rhineland area and then did occupation duty in Berlin. So he went from Normandy to Berlin. I was going to do something about my father's entire journey, but then I found that what happened at Grenya was so interesting. It wasn't an important part of the war, but it was just so interesting. And because the focus really is on the French villagers. Grâce au Normandy Victory Museum, nous avons réussi à entrer en contact avec Denis Small. Denis est ancien maire de Graigne. Il a été en fonction de 1995 à 2020. Il est arrivé dans la commune en tant qu'instituteur avec une formation en histoire. Il a constaté l'évolution mémorielle autour des événements de Graigne et a lui aussi plongé son nez dans les archives. Alors, je ne connaissais absolument pas l'histoire de Graigne, mais pas du tout. J'ai une formation d'historien à l'origine, mais je ne connaissais pas du tout l'histoire de Graigne. Je connaissais assez bien l'histoire du débarquement en général, des parachutages. J'ai découvert cette histoire vraiment en 1984, avec le retour dans la région de 2 anciens lieutenants qui étaient à Graigne en 1944, donc les lieutenants Reed et Naughton, qui sont revenus, qui ont organisé une réunion avec quelques anciens, avec les élus locaux, etc. Et leur intention était d'abord de retrouver les gens qui les avaient aidés en 1944. Ils voulaient aussi un peu s'excuser d'avoir quitté brutalement à l'issue des combats, par manque de munitions, et d'avoir laissé derrière eux et les civils et une partie de leurs blessés. Mais sachez qu'on s'est entretenu avec chacun d'entre eux pendant plus d'1 heure. L'idée, c'était de pouvoir comprendre leurs recherches, leurs démarches, et aussi croiser leurs conclusions pour essayer de mieux y voir dans cette histoire. Donc merci à eux d'avoir pris du temps pour nous. D'abord, j'aimerais comprendre ce qui est arrivé aux 32 civils français. Madeleine Pézeril and Eugénie Dujardin apparently lived close to one another. I don't know where they lived, but they lived close to each other. And the Germans they came around and distributed a document that announced that everyone had to evacuate. And the 2 of them were both very old. They had a wagon and a horse, and apparently they tried to leave town with the horse, and the horse died. And the Germans found them and killed them because they had not followed the evacuation order. And of course, that doesn't occur on June 11th or 12th. Yeah, That's occurring on June 16th. The housekeepers may have been killed after the 2 priests were killed. I think they were killed a few days after. Pour le reste des civils qui ont perdu la vie, Denis Small va nous faire une révélation étonnante. C'est les Américains qui ont fait la plaque là-bas, y compris pour les Français. Donc ils ont donné à la mairie la liste des morts entre 1939 et 1945. Voilà. Mais tous ceux qui ont participé à la libération de Graigne. Alors, les civils exécutés. Il y a 32 noms sur
s'est mis les morts dans la libération de Graines. Donc là, il y a déjà plusieurs militaires. Donc il y en a qui font. Là, il y a 4 ou 5 militaires, je ne sais pas de tout. J'ai fait un document complet là-dessus, hein, sur les 32 morts. Sur ces 32 noms inscrits sur la plaque, seuls 5 ont réellement été exécutés en juin 1944. Pour les autres, Denis nous énumère des noms d'individus morts dans différentes circonstances, comme la campagne de 1940, des accidents ou même durant la bataille de Bir Hakeim de 1942. En revanche, il reprécise le destin des 5 civils exécutés en juin. Cette dame-là, elle a 77 ans, elle est exécutée dans son lit, n'avait pas évacué. L'heure d'évacuation était le 30 juin pour le 1er juillet. Le 2, ils ont trouvé 2 personnes dans le village, ensemble, deux dames, et ils ont exécuté. Le Royer, exécuté. Le Barbanchon Charles, c'est le franciscain, lui exécuté sans problème, une balle dans la tête. Albert Le Blastier, curé de Graines, exécuté dans le presbytère. Donc ils ont été exécutés, ensuite ils ont été mis dans des cercueils par le garde champêtre et le sacristain. Les Allemands sont revenus un jour ou deux après, ils ont entassé des fagots sur les cercueils, ils ont mis le feu à tout. Donc le presbytère a brûlé, mais à ce moment-là. Alors nous avons essayé de synthétiser au maximum les points de vue de chacun, mais ce que je peux vous dire, c'est que les points de divergence sont nombreux, et notamment entre Martin Morgan et les autres. Mais le point qui marque le plus la discorde est vraiment la question du massacre des soldats américains. Commençons par l'avis de Martin Morgan, car l'article qu'il a coécrit dans le magazine Normandie 1944 m'a vraiment intrigué. Il commence à me parler d'une enquête menée en 1947 par l'armée américaine par un certain lieutenant Hoover. Le but de cette enquête est de faire la lumière sur les circonstances de la mort du major Johnston. Le fait que son corps soit retrouvé si loin du bourg de Graines intrigue. L'enquête débouche nécessairement sur les événements qui se sont déroulés à Graines. He was there completely unrelated to a possible war crime. He was sent there only because the body of Major Charles D. Johnston had just been found. Hoover va mener des interviews auprès des habitants du village. I requested documents that related to one of the men who was killed in Graines. Yeah. And when the documents came in, it included 5 testimonials from French people from the village. Okay. And those testimonials became very important. I published them. They were published within my book. Yeah. And those testimonials established this idea of civilian eyewitnesses to the murders that took place. And just as a process of interviewing people, he speaks to Alphonse Voidy, and Voidy, who was not at Menilongo to see anyone killed. Yeah. And Voidy was not even on the hilltop during the night of June 11th and 12th. Yeah. But Voidy then told Hoover, he provided Hoover with a narrative of what happened, even though Voidy wasn't there. And so all of the other people that Hoover interviewed, they're doing the same thing. None of them saw anything. En évoquant ces témoignages, Martin explique qu'ils ne sont pas suffisants pour prouver qu'il y ait eu un crime de guerre, car selon lui, il n'y a pas de témoin oculaire direct de ces faits barbares. They said that there was a war crime, and I find that there's no evidence of a war crime. I find it very powerful that the United States Army did not conduct a war crimes investigation of any kind at Graines. What I believe is that when Lieutenant Hoover traveled to Graines in 1947, that he went there with one mission, and that was to find out why Major Johnston's body was found after the war like it was. He collected some information that testified that described the war crime. And then I believe that at that point, it's after the war, even if they had considered the possibility of there having been a war crime there was not a chance of finding anyone at that point. And so the matter never went anywhere. Pour Martin, il n'y a donc aucune preuve évidente de crime de guerre. Un avis que ne partagent ni Denis Smale, ni Stephen Rabb. It's also important to understand in terms, ultimately, virtually all the buildings in the village were destroyed, but it wasn't necessarily in the battle. That some of the regular German troops were trying to cover up the crimes of the murder of the priests, the 2 priests, and the 2 housekeepers, and they set fire to that, and that fire got out of control, and then essentially burned the entire village a few days after the battle. You know, at the museum, they have lots of oral histories
from the villagers. And the villagers also talk about, the war crimes that were committed. I mean, there was never a war crimes trial, to be sure, but there's no doubt that war crimes are. Alors, ce qu'on a trouvé, d'après Brian Seidel, on a trouvé donc trois tués dans l'église. On a trouvé 5 tués bayoneted dans la mare, dans la ferme de la Maison Rouge. On a trouvé donc 7 corps alignés dans un champ à 80 mètres du PC du 37 au Ménilango, à la Métairie. On a trouvé le cadavre d'officiers dont Bud Sofian et Loyal Bogart, tués en direction de Tribou. Et puis le cadavre de Johnston est retrouvé à 5 km de Graignes, sur la commune de Marchesieu, au lieu-dit de Lavarde. Donc on a une description, on a une enquête pour les crimes de guerre, etc. On a les documents, etc. Et Bogart n'est pas arrivé, lui qui est tué 2 km avant Tribou, en direction de Tribou, n'est pas arrivé tout seul là-bas, il est blessé, il ne peut pas marcher. Hein. Donc on l'a bien amené quelque part. Et puis autre point, on découvre tous ces corps, et aucun des 182 qui étaient présents à Graignes, compté le samedi matin, aucun n'a été fait prisonnier. Personne ne s'est manifesté. On n'a trouvé aucun prisonnier. Ainsi se pose la question des prisonniers. Y a-t-il des prisonniers à l'issue des combats de Graignes? Et où sont passés les soldats blessés présents dans l'église? There's an historian in New York who finds documents and has found most of the best documents that we have to put this story together. He's convinced that there was a war crime at Menilongo. Yeah. I'm not convinced. You can read the reports that are the description, the report of burial for each person whose body is found at Menilongo, and it doesn't report that they were the victims of a war crime. What it looks like to me is that those men were killed in combat or wounded in combat, and they were taken to Menilongo to be treated, where they then eventually died at a field hospital. And Abraham Sofian, who over and over again had options to flee the hilltop and make it out alive, he chose to stay with the wounded, and he paid for that decision with his life. Yeah. And I would love to find documents that will clear all of this up for once and for all. Bon, c'est difficile à suivre pour vous? Dites-vous que j'ai essayé de conserver uniquement les passages sur le massacre, mais beaucoup d'autres faits posent question et restent encore flous. Avant que nous finissions notre entretien, Stephen Raab vient nous ajouter un dernier élément. Le nom du sous-officier SS qui aurait ordonné l'exécution des 9 soldats américains. I can tell you who the commander was. His name was Fritz Swoboda. He had been in Prague previously. He had supervised the murder of 600 people. He ultimately was captured by U.S. forces and sent to Washington. So you'll never find this in Marty Morgan stuff. And he actually confessed to killing the 9 U.S. soldiers at Graignes. And the amazing thing is they captured one of the people who supervised it, Fritz Swoboda. And he was in Washington at Fort Hunt. But this was a secret prison where Nazis of high, perhaps high importance or who could provide information were brought. But in the end, he was released because this was the same place they brought people like Werner von Braun, etc. at the end of the war. He was simply released and he faced nothing for what he had done. Fritz Swoboda serait le responsable du meurtre des 9 parachutistes. Ces entretiens devaient me donner des réponses, mais j'ai l'impression qu'ils ne font que me poser encore plus de questions. Que peuvent raconter les dossiers militaires sur les combats de Graignes? Pouvons-nous avoir une trace formelle des événements? Que raconte le dossier d'enquête Douvler? Mais aussi, qui est Fritz Swoboda? Est-il réellement impliqué dans ce crime de guerre supposé? Lorsque nous terminons notre week-end en Normandie, toute l'équipe en vrai, en fait, on est assez désemparés. Parce qu'on a la sensation d'avoir rencontré des gens très intéressants, d'être sur une enquête haletante, mais de l'autre côté, on a une histoire extrêmement floue et on se demande si on va pouvoir faire un documentaire. Parce qu'en fait, quand on n'a pas assez d'éléments ou que c'est pas assez tangible, c'est compliqué de sortir quelque chose. Quelques jours après le tournage, Thomas, qui écrit les docus avec moi, m'envoie ce message.
Non mais mec, on peut pas rester bloqué dans cette situation. Il doit bien y avoir quelque chose dans les archives qui permet de donner un peu plus de réponses que tout ça, quoi. Moi je repense à ce que nous a dit Denis Small. Il parlait d'un site internet sur lequel un Américain avait uploadé quelques fichiers avec des archives et ça parlait un peu de graines. Je pense que tu peux me laisser quelques jours, j'essaie de me plonger dedans et voir si on peut en tirer quelque chose. Thomas n'est pas historien. Il a obtenu un master d'histoire en recherche à l'université de Nantes, après avoir travaillé sur l'expérience combattante américaine en Normandie et en Bretagne. Mais son gros point fort est qu'il est habitué à la lecture des archives de l'US Army pendant la Seconde Guerre mondiale et au travail de recherche historique en général. Son expertise va être d'autant plus précieuse pour tenter de trouver des informations et les croiser entre elles pour avancer des théories. Il est temps pour nous de plonger le nez dans les archives et d'essayer de trouver des réponses. Avec les documents fournis par les personnes que nous avons rencontrées et après avoir farfouillé sur internet sur des sites spécialisés, voilà l'état des sources à notre disposition. Les témoignages de certains survivants comme le capitaine Brumit, le Morning Report qui est un carnet de bord des activités de la journée presque heure par heure tenu sur un carnet par le First Sergeant Seliuski, les rapports de sépulture pour les soldats retrouvés à Graignes, les rapports d'enquête du lieutenant Hoovler sur la mort de Johnston, les témoignages de civils de Graignes et du Ménilango, quelques archives allemandes. Salut Théo. Mec, les rapports sont juste incroyables. On a des détails de dingue sur certains événements, on a aussi le dessin de pas mal de gars. Franchement, ça permet de déjouer quand même pas mal d'hypothèses déjà et de voir un petit peu mieux ce qui a pu se passer là-bas. Bon, on n'aura pas le fin mot sur ce qui s'est passé vraiment à Graignes parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je pense qu'on est sur la bonne voie pour dresser déjà une bonne idée générale de ce qui s'est passé. Grâce à ces sources et au travail de Thomas, nous pouvons déjà affirmer certaines choses. Le Morning Report nous confirme la présence de 182 soldats américains à Graignes au moment de l'attaque allemande du 11 juin 1944. Parmi eux, des membres des 82e et 101e divisions aéroportées, 4 soldats provenant d'un planeur qui s'est écrasé dans les marais, un pilote australien qui s'est écrasé proche de Pont-Hébert le 6 juin, et nos 2 soldats de la 29e division d'infanterie, bloqués de l'autre côté de la Vire lors de l'attaque de leur régiment sur Montmartin en Graignes. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, nous ne pouvons pas évoquer tous les éléments de cette enquête, mais Thomas a épluché plus de 3000 pages d'archives américaines. Nous en parlerons dans un live sur ma chaîne Twitch et vous pourrez retrouver la rediffusion sur la chaîne YouTube Replay. Le lien sera en description dès sa publication. Concentrons-nous maintenant sur le point final de cette histoire, le massacre des civils et des soldats américains. Les sources confirment ce que nous raconte Denis pour les 5 civils tués. Le séminariste et le curé sont exécutés le 11 juin, tandis que Madeleine Pézeril et Eugénie Dujardin sont tués pour avoir trop tardé à quitter la ville suite aux ordres d'évacuation allemands fin juin. Un dernier décède sur sa barque dans les marais pour avoir refusé de suivre un ordre des Allemands, comme je le disais, moins en lien avec les événements du bourg. Pour ce qui est de la présence ou non de prisonniers, Denis s'interrogeait sur le fait qu'il n'y en ait aucun à la suite des combats. Finalement, et grâce aux archives, nous sommes sûrs que 3 hommes ont été capturés. Le sergent John Piotrowicz, le sergent Rees, l'un des 2 hommes de la 29e division d'infanterie, et un 3e inconnu. Nous le savons puisque Piotrowicz témoigne longtemps après d'avoir été fait prisonnier avec 2 autres soldats américains à la suite des combats du 11 juin 1944. Abordons désormais le sujet qui divise de plus nos intervenants. Y a-t-il eu un crime de guerre à Graignes perpétré par les soldats allemands ? Pour mener cette enquête, en plus des témoignages qui permettent parfois d'assurer le décès d'un individu à un endroit donné, les sources essentielles sont les rapports de sépulture des soldats retrouvés à Graignes. En effet, ces rapports nous permettent de connaître la date et le lieu où le corps a été retrouvé, le cimetière dans lequel il a été déplacé, l'état des blessures, bref, une mine d'or pour mieux comprendre ce qui est arrivé aux défunts. En plus de ces rapports, l'enquête menée par Hoovler et l'armée américaine pour savoir ce qui est arrivé au major Johnston comprend des témoignages de civils remplis de détails très intéressants, vous allez le voir. Êtes-vous prêts ? Donc, sur les 182 hommes présents à Graignes, nous comptons 51 morts. Ces corps sont découverts dans différentes circonstances. La plupart à la libération de la ville à partir du 13 juillet 1944, à même le sol, autour et à l'intérieur du bourg. D'autres sont retrouvés dans des tombes provisoires, notamment dans le champ derrière l'église, dans un champ au Ménilango ou encore dans des lieux qui paraissent improbables, comme Tribéou. Mais que s'est-il passé ? En nous basant sur les témoignages des civils et notamment le maire de l'époque, Alphonse Voidy, ainsi que sur les blessures retrouvées sur certains corps, nous pouvons avancer certaines hypothèses. Parmi ces 51 morts, nous comptons 22 morts au combat.
que ce soit dans la défense ou la fuite de la ville le 11 juin. Ces cas ne prêtent pas forcément à débat, alors que d'autres nous indiquent certaines singularités. D'abord le cas du Major Johnston, le commandant du groupe qui avait décidé de rester à Graigne. Lors de sa fuite, le Major Johnston et son groupe décident de passer par la route de Tribéou afin de rejoindre Carentan. Peut-être souhaitaient-ils éviter les marais ou peut-être se sont-ils perdus ? Au moment de traverser le pont au-dessus de la Taute, le groupe est pris à partie par des Allemands, comme en témoigne le seul survivant, le soldat Colli. Ce dernier plonge à l'eau et s'enfuit à la nage. Il ne reverra jamais ses compagnons. À l'automne, 2 corps sont retrouvés dans les marais à proximité du pont et un 3e n'est retrouvé que l'année suivante à Lavarde, près de Marchésieux. Après une étude du corps et des effets personnels retrouvés sur lui, Johnston est identifié. Il a sûrement été tué au niveau du pont et son corps a été emmené par le courant de la rivière. Ensuite, le maire, Alphonse Wady, dit être retourné dans le bourg le lendemain de la bataille et dit avoir trouvé 3 corps dans l'église. Ces 3 derniers faisaient partie des blessés et les rapports montrent que leur crâne a été écrasé, ce qui laisse penser à une mort violente. 5 hommes sont retrouvés au niveau de la mare à côté du café qui fait face à l'église. L'état de décomposition ne permet pas de trouver la nature des blessures, mais les civils témoignent d'exécutions à coup de feu ou à la baïonnette. Le maire retrouve aussi 2 corps dans un champ proche de l'église qui s'avèrent être le lieutenant Farnham et le soldat Tillett, qui se trouvaient dans le clocher lorsque celui-ci a été touché. Ensuite, un autre civil dit avoir trouvé 2 corps à Tribéou qu'il a lui-même enterrés. Il s'agit des dépouilles du capitaine Abraham Sofiane, le médecin en chef, et du capitaine Loyal Bogart. Étant donné le lieu où ils ont été retrouvés, ils ont sûrement été conduits jusqu'au QG de la 17e SS, puis exécutés séparément du reste de la troupe. Enfin, plusieurs civils parlent d'un champ au Minilango où 9 corps sont alignés. Ces derniers parlent d'exécution et de la présence de brassards blancs avec une croix rouge sur certains corps. De plus, dans le même champ, 7 autres corps, parfois seulement des morceaux, sont retrouvés dans une fosse. Parmi ce total des 16 corps, certains montrent des blessures qui pourraient faire penser à des exécutions par balle. Plus d'omoplates, plus de mâchoires, plus de mains ou d'avant-bras. Ces hommes auraient été fusillés d'une balle dans le dos ou dans le crâne avec les mains sur la tête ? Aujourd'hui, difficile à dire, mais peut-être que des archéologues ou des criminologues pourraient nous aider. En tout cas, si nous prenons l'ensemble des morts retrouvés dans ce champ, que nous sélectionnons ceux qui ont des traces d'une potentielle exécution et le personnel médical, nous obtenons 9 personnes. Sûrement un hasard, mais il est trop tôt pour le dire. Malgré tous ces éléments, le rapport d'enquête sur la mort de Johnston se termine ainsi. L'enquête a toutefois révélé des circonstances entourant la mort du Major Johnston, indiquant une possible atrocité. Et à propos des 9 corps retrouvés dans le champ, il dit « Il est recommandé que sur la base des déclarations ci-jointes, cette affaire soit renvoyée pour une enquête plus approfondie par la commission des crimes de guerre. » Cependant, aucune trace de cette nouvelle enquête. Et aujourd'hui, le mystère reste entier. Bon bah, on a dressé une bonne base. Elle est incomplète, mais on comprend déjà beaucoup mieux ce qui s'est passé là-bas. Je pense qu'on pourra encore plus creuser les documents, aller croiser des chiffres, trouver des archives qu'on n'a pas encore, mais bon. Même si on peut pas dire ce qui s'est passé exactement là-bas et dire qu'on a enfin trouvé la vérité sur Graigne, on a déjà bien avancé, je pense qu'on a une vision un peu différente, et puis bon, peut-être qu'un jour on trouvera ce qui s'est vraiment passé là-bas. Maintenant, il nous reste une dernière carte qui pourrait être la preuve définitive qu'il y ait eu un crime de guerre à Graigne. Fritz Swoboda. Stephen Ram nous dit avoir retrouvé le commanditaire de ce massacre. Pour en apprendre plus, il m'envoie un article dans lequel il parle de ses trouvailles à propos de ce sous-officier originaire de Vienne et capturé par les Américains en fin d'année 1944. Sans avoir eu directement accès aux archives, il se réfère au travail d'un historien allemand, Felix Romer, qui a écrit un ouvrage sur le parcours de certains soldats allemands prisonniers et emprisonnés à Fort Hunt, à côté de Washington. C'est dans ce livre que Romer évoque un enregistrement de Swoboda qui avoue avoir exécuté 9 soldats américains. Dans les ressources de l'ouvrage, je vois que tout ce qui se réfère à Swoboda provient d'un dossier, la box 552 qui se trouve aux archives américaines. Évidemment, du coup, j'envoie un mail, je les contacte dans la foulée pour accéder à ces documents et j'apprends que le dossier de Swoboda est classifié en fait et qu'il faut formuler une demande particulière pour y avoir accès. Donc, je vous le dis, c'est très long, je trépigne par peur d'avoir un refus de la part de l'administration, ça prend du temps, beaucoup de temps d'avoir ce genre de réponse, même plus d'1 mois,
Et en fait, c'est au moment où je suis en train de conclure l'écriture de ce script que je reçois dans un mail le scan de la box 552. Il est là. Après des semaines d'attente, j'ai sous les yeux le dossier de ce sous-officier allemand, la clé de notre histoire. Soboda est effectivement membre du 38e régiment de la 17e SS, présent ce soir de juin à Graigne. La grosse partie du dossier contient des transcriptions des discussions entre Soboda et son compagnon de cellule qui ont été captées par des micros dissimulés. On comprend que Soboda est un nazi convaincu qui se vante d'avoir tué des résistants français, des civils à Prague, ainsi que des soldats américains. On le voit dans une transcription d'un enregistrement du 29 novembre 1944. On prend une conversation en cours. On a reçu l'ordre de faire des prisonniers, donc on l'a fait. On est revenu avec les prisonniers. 2 se sont enfuis, ça en faisait 9. Les positions américaines en ont été informées. Elles ont ouvert le feu et notre lieutenant, le commandant de notre troupe d'assaut, a été abattu. À cause de ça, on s'est mis dans une grande colère et on a abattu les prisonniers. Ceux-là savaient que j'étais impliqué. C'est-à-dire? Les Américains. Est-ce qu'il y aurait des micros installés dans cette pièce? Oui, on ne sait jamais, mais je n'ai rien à cacher. Non, je me demandais juste. Je ne le pense pas vraiment. Bon, la conversation s'arrête là. Soboda et son collègue de cellule changent ensuite de sujet. L'événement brièvement cité évoque effectivement l'exécution de 9 soldats américains en réponse à une attaque américaine. Est-ce qu'il s'agit de Graigne? Stephen Raab, lui, le pense, et c'est le seul moment dans tout le dossier où on a quelque chose qui pourrait évoquer les événements de Graigne. J'avais oublié de vous dire, au moment de ma demande auprès des archives américaines, ils m'ont indiqué qu'il n'y avait pas un, eh bien 2 dossiers au nom de Fritz Soboda. Ce deuxième dossier provient de la prison de Huntsville au Texas. Soboda y a été transféré en début d'année 1945 et il y est interrogé pour le meurtre de 9 soldats américains en France. Avez-vous été témoin d'atrocités ou de mauvais traitements de soldats américains ou de civils à aucun moment? Je n'ai pas vu, mais j'ai entendu. Continuez, et racontez-moi. À Kenneth, proche de la frontière franco-allemande, cette histoire m'a été racontée par l'Obsturmführer Hitsch, commandant du 2e bataillon vers le 22 octobre 1944. J'ai entendu les incidents suivants. Vers le 20 octobre 1944 environ, une patrouille de combat allemande a été formée dans le but de capturer plusieurs prisonniers américains et britanniques pour les interroger. La mission a été accomplie vers le 20 octobre 1944 avec la capture de 7 à 9 soldats. Je ne suis pas sûr du nombre exact d'hommes. Qu'est-il arrivé aux soldats américains capturés? Un des prisonniers s'est échappé et a alerté une sentinelle américaine dans la zone. Les Américains ont ensuite ouvert le feu sur la patrouille allemande et dans la fusillade, le lieutenant Kessler a été tué. Les prisonniers américains cités précédemment gisaient sur leur ventre. Les prisonniers américains se sont dispersés pour se protéger. Et l'Unterscharführer Martin a ensuite donné l'ordre d'abattre les prisonniers américains. Tous les prisonniers américains ont été tués par l'Unterscharfürer Martin ou par d'autres membres de la patrouille allemande. Il semble y évoquer le même événement que dans la cellule quelques mois auparavant, même si devant l'interrogateur américain, Soboda semble un petit peu moins téméraire que face à son collègue de cellule. Et cet interrogatoire nous montre une donnée essentielle. Ces événements ne se sont pas déroulés à Graigne, mais proche de la frontière franco-allemande, peu de temps avant sa capture par les Américains en novembre 1944. Ce que Raab pensait être les événements de Graigne se sont en fait déroulés au sud de Metz, le 20 octobre 1944. Alors, si Fritz Soboda était très certainement à Graigne, et en gros dans ses alentours, le soir du 11 juin, il est impossible, et je vous dis il est impossible d'affirmer qu'il ait quelque chose à voir avec les meurtres perpétrés en Normandie. Frustrant, hein? Il nous faudrait encore du temps pour faire toute la lumière sur Graigne. Malgré ces éléments, nous ne pouvons pas affirmer de manière sûre à 100% qu'il y a eu un massacre à Graigne, même si cela ne peut pas m'empêcher d'y penser. Nous pouvons avancer cette hypothèse car la position des corps et le manque de prisonniers nous interrogent sur l'issue de ce combat. Peut-être sont-ils tous morts au combat, comme l'affirme Martin Morgan, ou alors peut-être est-ce un massacre, comme le prônent Denis Small et Stephen Raab. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la situation est bien plus compliquée que ce qu'il ne pouvait y paraître au départ, et que le mythe est bien loin de la réalité. Voilà où nous en sommes dans nos recherches au mois de juin 2024. De nombreuses zones d'ombre persistent sur la bataille de Graigne. Il faudrait interroger des archéologues pour questionner plus en profondeur sur les rapports de sépulture,
traîner dans les archives allemandes pour trouver des informations complémentaires sur les effectifs présents sur place. Alors là, vous pourriez me dire, Rive, à quoi bon tout ça? Et vous auriez raison. Graigne n'est pas un événement qui a influencé le dénouement de la bataille de Normandie. Et trouver toute la vérité sur ce qui s'est déroulé à Graigne ne changerait sûrement rien à notre vision de la période et des opérations dans la région. Non, c'est vrai. Mais Graigne est un exemple assez brillant de ces petits événements à l'échelle locale qui ont vu les tumultes de la guerre frapper aux portes des maisons, des églises, des mairies ou des écoles, qui, pris dans le tourbillon du devoir de mémoire, ont rendu parfois difficile l'émergence du travail historique. Malgré tout, ce travail vous amène à plonger dans les archives et à vivre une vraie expérience d'enquêteur, faire entrer la petite histoire dans la grande, jusqu'à ce que vous touchiez du doigt l'histoire. Alors, je m'appelle, mon nom de jeune fille, c'était Rigaud, Marthe Rigaud. Je suis née le 5 mars 1932, donc j'avais 12 ans et demi au débarquement. Marthe avait 12 ans quand les Américains sont venus frapper à la porte de sa maison, aux abords du petit village de Graigne, la nuit du 6 juin 1944. Pour nous, on était libérés à minuit et demi, quoi. Parce qu'il y en avait un dans la maison qui est venu nous voir, qu'il était chez une voisine. Et donc la voisine est venue le conduire parce qu'elle ne comprenait pas ce qu'il lui demandait. Après, il y avait tous les blessés dans l'église, parce que c'est pendant la messe qu'une dame, une voisine, qui apercevait les soldats dans les champs, là, qui étaient à 300 mètres à peu près. Toute la journée, ça s'est battu comme ça. Et on est resté enfermés dans l'église jusqu'à 6 ou 7 heures du soir. Ah non, ça mitraillait tellement. Puis bon, il y avait eu même des obus qui étaient tombés déjà sur l'église. C'est le colonel Johnson, je crois qu'il me semble, qui s'appelait, qui est monté sur une chaise et puis qui nous a dit d'essayer de nous sauver. D'essayer de partir parce que il n'allait plus avoir assez de munitions pour nous garder, quoi, parce qu'il y avait quand même d'autres personnes que nous dans l'église. Mais par chez nous, il n'y avait que moi et ma sœur. On avait 3 kilomètres à faire toutes les deux. Donc on est repartis toutes les deux. Il a fallu traverser un champ de mines déjà. Ah oui, 3 rangées de mines, hein, sur la route qu'ils avaient mis les Américains. Voilà notre enquête sur l'histoire de la bataille de Graigne, qui nous a ramenés en juin 2024 jusqu'au seuil de la petite maison de Marthe Rigaud. Si la mémoire est là pour se rappeler, l'histoire est là pour ne pas s'oublier.